Avez-vous déjà ressenti qu'une simple photographie de famille pouvait cacher un destin brisé, sans que personne n'ose jamais en parler? En juin 1936, dans une cour ouvrière de Saint-Étienne, 3 enfants ont posé pour un portrait banal, les mains encore couvertes de poussière de charbon. Mais quelques minutes plus tard, un événement silencieux, presque anodin pour un témoin extérieur, allait séparer cette fratrie pendant 40 ans. Et ce qui a été redécouvert des décennies plus tard dans un dossier oublié au fond d'un service social a bouleversé tout ce que l'on pensait savoir sur cette disparition. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatique et dramatisée inspirée de notre réalité, afin que chaque détail retrouve enfin sa place dans la mémoire. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Cela nous aide à continuer à raconter des histoires humaines qui portent des leçons profondes et qui méritent d'être transmises. Cette photographie en noir et blanc a été prise un après-midi de juin 1936, dans la cour étroite d'une maison ouvrière près de Saint-Étienne. 3 enfants posent devant l'objectif. Mais regardez bien le garçon assis sur le tabouret, à gauche du cadre. Son regard ne cherche pas la caméra. Il fixe quelque chose au-delà, vers le portail. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi. Quelques minutes après ce clic, seulement 2 de ces 3 enfants franchiront ce portail pour rentrer à la maison. Ceci est l'histoire d'une famille brisée par la pauvreté et d'une promesse tenue 40 ans trop tard. La photographie a été retrouvée dans les affaires personnelles d'une femme âgée en 1976, au moment où une assistante sociale frappait à sa porte avec des nouvelles qu'elle n'osait plus espérer. Mais avant de comprendre ce moment, il faut revenir en arrière. Il faut revenir à cette cour de terre battue, aux cordes à linge traversant le cadre, aux tabliers humides qui sèchent sous le ciel gris de fumée. Il faut revenir au moment où tout a basculé. La maison Moreau se trouve dans une de ces rangées de logements ouvriers qui longent les voies ferrées. Chaque heure, des wagons chargés de charbon passent en grondant, secouant les murs minces. La suie recouvre tout. Les draps accrochés le matin sont gris l'après-midi. L'air sent le soufre et la fumée des usines textiles. C'est un quartier où tout le monde connaît la vie de tout le monde, mais où personne ne parle de ce qui compte vraiment. Les accidents à la mine, les veuves trop jeunes, les enfants trop maigres. Solange a 13 ans. C'est elle, debout derrière ses frères et sœurs, sa main posée sur l'épaule d'Armand. Elle porte une robe simple, lavée tant de fois que le tissu est devenu presque transparent aux genoux. Ses cheveux sont attachés avec un ruban usé. Mais ce n'est pas sa tenue qui frappe, c'est son regard. Un regard trop vieux pour 13 ans. Un regard qui sait déjà que la vie ne fait pas de cadeaux aux filles d'ouvriers. Depuis 2 ans, depuis la mort de son père dans l'effondrement du puits numéro 7, Solange a appris à coudre, à raccommoder, à tenir la maison quand sa mère s'effondre de fatigue. Elle aide Madame Hélène Moreau, couturière à domicile qui travaille jusqu'à ce que ses doigts saignent pour compléter la maigre pension de veuve. 3 francs par jour, 50 francs par mois de pension. Pas assez pour nourrir 3 enfants. Armand a 10 ans. C'est lui, assis sur ce tabouret de bois, le corps légèrement incliné vers l'avant comme s'il était prêt à se lever et partir. Son regard fuit l'objectif. Il regarde vers le portail, vers la rue, vers un ailleurs qu'il ne connaît pas encore mais qu'il pressent. Au pied du tabouret, il y a un détail que beaucoup ne remarquent pas tout de suite. Une petite valise en tissu. Tous ceux qui regardent cette photo pensent d'abord que c'est un accessoire pour la composition. Mais Armand sait, et Solange sait. Et leur mère, qui n'est pas dans le cadre parce qu'elle pleure dans la cuisine, sait aussi. Cette valise contient tout ce qu'Armand emportera avec lui dans moins d'1 heure. Lucie a 7 ans. Elle est à droite de l'image, tenant une poupée sans bras. Elle sourit au photographe, innocente, ne comprenant pas pourquoi sa grande sœur semble si triste, pourquoi son frère ne rit pas comme d'habitude. Lucie ne sait pas encore que ce soir, quand elle rentrera de la fontaine où elle va chercher de l'eau, le lit de son frère sera vide. Elle ne sait pas encore qu'elle va grandir en ne se souvenant de lui que par fragments. Un rire, une chanson, une promesse murmurée près du portail. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir 3 semaines en arrière.
au jour où le curé de la paroisse Saint-Roch a frappé à la porte des Moreaux, accompagné d'un homme en costume qui parlait de charité. C'était un matin de mai. La sirène de la filature avait sonné 6 heures. Hélène Moreau cousait déjà depuis 1 heure, essayant de finir une pile de chemises pour la mercerie Blanc. Ses yeux brûlaient, ses mains tremblaient. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Encore un cauchemar. Toujours le même. Son mari, Pierre, enseveli sous les roches, l'appelant et elle paralysée, incapable de bouger. On a frappé. 3 coups secs. Le père Moulin est entré le premier, son regard à la fois compatissant et gêné. Derrière lui, Monsieur Garnier, représentant de l'association de placement rural pour l'enfance nécessiteuse, une organisation lyonnaise qui travaillait avec les paroisses pour identifier les familles dans le besoin. Garnier portait un attaché-case en cuir, des chaussures cirées. Il sentait l'eau de Cologne. Dans cette maison où l'on rationne le savon, ce parfum était presque une insulte. Ils ont parlé d'opportunité, d'avenir, de sauver les enfants de la misère urbaine. Selon les registres départementaux de la Loire, entre 1920 et 1940, plus de 50 000 enfants des villes industrielles ont été placés dans des fermes rurales. Officiellement, c'était temporaire. Officieusement, seulement 30% sont revenus. Monsieur Garnier a expliqué avec des mots soigneusement choisis. Des familles agricoles dans le Limousin cherchèrent de l'aide. Air pur, les frais, travail honnête, les garçons apprendraient un métier. Ils reviendraient forts, en bonne santé, peut-être même avec un petit pécule. Peut-être. Hélène écoutait en silence, ses mains crispées sur le tissu qu'elle cousait. Elle savait lire, mais mal. Elle ne comprenait pas tous les termes du formulaire que Garnier avait posé sur la table, mais elle comprenait l'essentiel. Si elle signait, Armand partirait. Une bouche de moins à nourrir. Une chance, disait le curé, de sauver au moins un de ses enfants. Solange était cachée derrière la porte de la chambre, l'oreille collée contre le bois. Elle a entendu ce que Garnier a murmuré au curé, pensant que personne d'autre n'écoutait. Beaucoup de ces enfants ne reviennent jamais, vous savez. Les familles s'attachent, c'est plus simple. Et franchement, qu'ont-ils à retrouver ici? La misère, les usines. Le père Moulin a toussé mal à l'aise. C'est la volonté de Dieu, a-t-il répondu faiblement. Pour Solange, ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Pas seulement la confiance envers les adultes, pas seulement la foi dans les institutions qui prétendent aider, mais la certitude que sa famille resterait unie. Elle a serré les poings si fort que ses ongles ont marqué ses paumes. Et elle a juré en silence qu'elle ne laisserait pas son frère disparaître sans se battre. Mais que peut faire une fille de 13 ans contre un système qui broie les pauvres au nom du bien? Hélène a signé le formulaire le lendemain. Ses mains tremblaient tellement que sa signature était à peine lisible. Cette signature a changé le cours de 3 vies. Mais pour comprendre pourquoi Hélène Moreau a accepté de laisser partir son fils, il faut comprendre ce que signifie avoir faim. Vraiment faim. Pas l'envie de grignoter entre les repas. Non, la faim qui tiraille le ventre pendant des jours. La faim qui fait qu'on dilue la soupe jusqu'à ce qu'elle soit presque transparente. La faim qui pousse une mère à couper le pain en 3 parts de plus en plus petites. L'hiver 1935 avait été particulièrement dur. Le charbon était compté. Certains soirs, les enfants dormaient tout habillés, serrés les uns contre les autres pour avoir moins froid. Hélène cousait avec des mitaines trouées, soufflant sur ses doigts courts. Plusieurs fois, Solange l'avait trouvée en larmes devant la machine à coudre, fixant le panier vide où aurait dû se trouver le pain du lendemain. Et puis, il y avait eu l'incident du marché. Armand avait volé une pomme. Juste une pomme, parce que Lucie pleurait de faim depuis 2 jours. Le marchand l'avait attrapé par le col, l'avait giflé devant tout le monde. « Veuve de mineur, vos enfants sont des voleurs maintenant », avait-il craché. Hélène avait dû rembourser le double du prix de la pomme. Argent qu'elle n'avait pas. Argent emprunté à Madame Dupont, la voisine, qui elle-même n'en avait guère. C'est dans ces moments-là qu'une mère commence à se dire que peut-être, ses enfants seraient mieux ailleurs. N'importe où, sauf ici. C'est un poison lent, cette pensée. Elle s'installe. Elle ronge. Elle transforme l'amour en culpabilité et la culpabilité en résignation.
Les 3 semaines entre la signature et le départ ont été les plus longues de la vie de Solange. Elle essayait de mémoriser chaque détail de son frère. La façon dont il riait, sa manie de se gratter l'oreille gauche quand il était nerveux, le son de ses pas dans le couloir le matin. Elle avait commencé à tenir un cahier secret, écrivant tout ce qu'elle ne voulait pas oublier. Armand aime les tartes aux pommes. Armand a peur du noir mais ne le dit jamais. Armand chante faux mais ça fait rire Lucie. Les archives départementales de la Loire, aujourd'hui numérisées, contiennent des centaines de dossiers similaires. Des mères qui signent, des enfants qui partent, des adresses qui se perdent. Le système fonctionnait ainsi. Une fois l'enfant placé, la communication passait par l'association. Les lettres étaient filtrées, les visites découragées. Officiellement pour laisser l'enfant s'adapter. En réalité pour couper les liens. Armand, lui, oscillait entre la colère et l'incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi pas Solange? Elle est plus grande. Il avait posé la question une seule fois, à sa mère, qui n'avait pas su répondre. La vérité, c'est que les fermes voulaient des garçons, de la main-d'œuvre. Les filles restaient en ville, travaillaient dans les usines, les garçons allaient au champ. Un soir, Armand s'est échappé. Il a couru jusqu'aux voies ferrées, s'est assis sur le ballast froid, à regarder les lumières de la ville au loin. Solange l'a retrouvé 2 heures plus tard. Elle s'est assise à côté de lui sans dire un mot. Ils sont restés là, dans le silence troué par le passage des trains, jusqu'à ce qu'Armand murmure « Je reviendrai, je te le promets ». Mais dans sa voix, il y avait déjà le doute. Lucie, elle, vivait dans une incompréhension totale. Elle demandait chaque jour « Quand est-ce qu'Armand revient ?» Elle ne comprenait pas qu'il n'était pas encore parti. Pour elle, l'absence avait déjà commencé. Hélène lui répondait avec des mensonges tendres. « Bientôt, ma chérie, bientôt. » Mais son regard ne croisait jamais celui de Solange, qui savait la vérité. La veille du départ, Hélène a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle a acheté de la viande. Un petit morceau de bœuf, pas plus gros qu'un poing. Elle a préparé un pot-au-feu, le plat préféré de Pierre, son mari mort. Les enfants ont mangé en silence, sentant la solennité du moment sans oser la nommer. Armand a pris une 2e assiette, puis une 3e, comme s'il voulait emmagasiner des souvenirs gustatifs pour les jours à venir. Cette nuit-là, Solange n'a pas dormi. Elle a entendu sa mère pleurer dans la cuisine. Elle a entendu Armand se retourner sans cesse dans son lit. Elle a entendu Lucie marmonner dans son sommeil. Et elle a pris une décision. Si Armand ne revenait pas, elle irait le chercher. Elle ne savait pas comment, elle ne savait pas où, mais elle se l'est juré sur la mémoire de son père. Le matin du 18 juin 1936, le ciel était d'un gris uniforme. La sirène de la filature a sonné 6 heures. Hélène n'avait pas fermé l'œil. Elle avait préparé la petite valise en tissu d'Armand. 2 chemises de rechange. Un pantalon trop grand pour qu'il puisse grandir dedans. Des chaussettes reprisées 3 fois. Un peigne. Et, caché tout au fond, un morceau de tissu du tablier de Solange. Elle l'avait découpé en secret, pensant que son frère aurait besoin d'emporter un peu de sa sœur avec lui. Monsieur Garnier devait arriver à 15 heures. Avant cela, le père Moulin avait insisté pour qu'un photographe passe. La paroisse finançait des portraits de familles ouvrières, disait-il, pour garder une trace, pour les archives. En réalité, comme le révèlent des documents retrouvés dans les années 70, ces photos servaient à l'association. Preuve que les familles existaient. Preuve que les placements étaient légitimes. Une bureaucratie de l'abandon habillée en charité. Le photographe est arrivé vers 14 heures. Un homme petit, bedonnant, qui sentait le tabac froid. Il a installé son trépied dans la cour. La lumière était mauvaise, a-t-il grommelé. Trop de nuages. Il a demandé aux enfants de se placer. Solange derrière, Armand au centre, Lucie à droite. Non, a dit Armand, pas au centre. Le photographe a froncé les sourcils. Il faut équilibrer la composition, petit. Armand s'est assis sur le tabouret, sur le bord gauche du cadre. Sa valise à ses pieds. Son corps légèrement incliné vers l'avant, prêt à partir. Déjà ailleurs. Solange a compris. Elle a posé sa main sur son épaule. Un geste qui disait « Je suis là, je me souviens, je n'oublie pas ».
Le photographe a haussé les épaules. Comme vous voulez. Il a disparu sous le drap noir de sa chambre noire portative. Un flash de magnésium, un déclic. Et c'était fini. L'image était figée pour toujours. 3 enfants dans une cour ouvrière. 2 qui rentreraient, un qui disparaîtrait pour 40 ans. Tout de suite après, Lucie a couru après une poule qui s'était échappée du poulailler du voisin. Elle riait, elle ne savait pas. Hélène est rentrée dans la maison, incapable de regarder. Et Solange a accompagné Armand jusqu'au portail. Ils ont marché lentement. Armand tenait sa valise d'une main. De l'autre, il serrait celle de sa sœur si fort qu'elle en avait mal. Arrivé au portail, il s'est arrêté. Il a regardé la rue, puis sa sœur, puis de nouveau la rue. « Si je ne reviens pas », a-t-il dit d'une voix qu'il voulait ferme mais qui tremblait. « Tu t'occuperas de maman et de Lucie. Tu reviendras », a répondu Solange avec une conviction qu'elle ne ressentait pas. « Mais si tu ne reviens pas, je viendrai te chercher. Je te le promets. » Monsieur Garnier est arrivé à 15 heures précises, au volant d'une Citroën noire poussiéreuse. Il a klaxonné 2 fois. Hélène est sortie, le visage ravagé mais sec. Plus de larmes, juste une rigidité terrible, comme si elle s'était transformée en statue pour ne pas s'effondrer. Elle a embrassé Armand sur le front, une fois, longuement, puis elle est rentrée sans se retourner. Si elle s'était retournée, elle n'aurait jamais pu le laisser partir. Armand a grimpé à l'arrière de la voiture. Solange et Lucie sont restés près du portail. La voiture a démarré. Armand a collé son visage contre la vitre arrière. Solange a levé la main, lui aussi, jusqu'à ce que la Citroën disparaisse au coin de la rue des Forges. Et puis plus rien, juste le bruit des trains de charbon au loin. Lucie a demandé « Il revient quand ?» Solange n'a pas répondu. Elle a pris la main de sa petite sœur et elles sont rentrées. 2 sur 3. La prophétie de la photographie était accomplie. Ce soir-là, à table, Hélène a coupé le pain en 3 parts égales, par automatisme. Puis elle a fixé la 3e part pendant de longues minutes avant de la remettre dans la huche. Elle continuerait ce rituel pendant des années, coupé en 3, réalisé, rangé. Un geste qui maintenait Armand présent dans l'absence. La voiture a roulé pendant 4 heures. Armand a regardé le paysage défiler. Les quartiers ouvriers ont laissé place aux collines, puis aux forêts. Monsieur Garnier a essayé de faire la conversation. Tu verras, c'est bien la campagne. De l'air pur, des vaches, tu vas aimer. Armand n'a rien répondu. Il serrait contre lui le morceau de tissu du tablier de Solange, caché dans sa poche. La ferme Lenoir se trouvait près de Bellac, dans le Limousin. Une bâtisse en pierre grise, un toit d'ardoise, des champs à perte de vue. Monsieur et madame Lenoir attendaient devant la grange. Lui, la cinquantaine, large d'épaules, main calleuse. Elle, plus mince, tablier noué, regard dur, pas d'enfant. Selon les recensements agricoles de l'époque, de nombreuses fermes isolées accueillaient des enfants placés pour compenser le manque de bras après la Grande Guerre. « On va bien s'occuper de toi », a dit madame Lenoir d'une voix sans chaleur. « Tu travailleras dur, tu mangeras bien et tu apprendras le métier. C'est mieux que de crever de faim en ville. » Armand a hoché la tête. Il ne pleurait pas. Pas encore. Les larmes viendraient plus tard, la nuit, le visage enfoui dans un oreiller qui sentait le foin et l'humidité. Les premiers mois ont été un enfer silencieux. Armand se levait à 5 heures. Traite des vaches, nettoyage de l'étable, travail au champ. Le soir, il s'effondrait sur son lit de paille dans le grenier, trop épuisé pour même pleurer. Il écrivait des lettres à sa mère, à Solange, des lettres maladroites, pleines de fautes où il racontait les vaches, le travail, mais jamais la solitude. Jamais la façon dont Monsieur Lenoir le frappait avec une ceinture quand il cassait quelque chose. Jamais les insultes de Madame Lenoir qui l'appelait le petit pouilleux de la ville. Il a envoyé 7 lettres. Une seule est arrivée à Saint-Étienne, 6 mois plus tard, avec une adresse de retour illisible. Hélène l'a lue et relue jusqu'à ce que le papier se déchire au pli. Solange l'a recopié dans son cahier secret. Mais elles n'ont jamais pu répondre. L'adresse était fausse. Ou peut-être que Monsieur Lenoir interceptait le courrier. Ou peut-être que l'association avait donné de mauvaises informations. Personne ne le saura jamais.
À Saint-Étienne, la vie continuait avec un trou béant au milieu. Solange avait 14 ans maintenant. Elle travaillait à la filature textile, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, 6 jours par semaine. Les métiers à tisser faisaient un bruit assourdissant. L'air était saturé de poussière de coton. Ses mains, autrefois douces, sont devenues rugueuses, couvertes de petites coupures. Le salaire était dérisoire, mais chaque sou comptait. Chaque soir, en rentrant, elle passait devant la chambre d'Armand. La porte restait fermée. Hélène refusait qu'on y touche, comme un sanctuaire ou une tombe. Solange ne savait plus très bien. Parfois, la nuit, elle entendait sa mère entrer dans cette chambre et y rester des heures, assise dans le noir. Lucie grandissait dans une étrange amnésie forcée. À 8 ans, puis 9, puis 10, elle se souvenait de moins en moins de son frère. Quand elle posait des questions, Hélène répondait toujours la même chose. Il est à la campagne, il travaille, il va bien. Mensonge ou espoir. Même Hélène ne le savait plus. Solange, elle, serrait les dents. Un jour, se répétait-elle, un jour j'irai le chercher, mais comment? Elle gagnait à peine de quoi aider sa mère. Elle ne savait pas lire les cartes. Elle ne connaissait personne dans le Limousin. Et puis, au fond d'elle-même, une peur terrible grandissait. Et s'il ne voulait plus revenir? Et s'il les avait oubliés? Et si elle le retrouvait et qu'il la regardait comme une étrangère? À la ferme, Armand changeait. Pas physiquement, il restait maigre, trop maigre malgré la nourriture plus abondante, mais mentalement. Il avait arrêté d'écrire après la 10e lettre sans réponse. Il s'était mis à répondre quand on l'appelait Armand le Noir. Il avait commencé à oublier le visage exact de sa mère. Celui de Solange restait plus clair, cette main sur son épaule dans la photographie. Mais Lucie n'était plus qu'un fantôme flou dans sa mémoire. Il s'est mis à voler de la nourriture, des morceaux de pain qu'il cachait sous son matelas, des pommes de terre crues, non pas parce qu'il avait faim, mais par une anxiété animale, un besoin de constituer des réserves au cas où. Madame Lenoir a fini par s'en apercevoir. Elle l'a traité de petit rat. Elle a fouillé sa chambre, et elle a trouvé le morceau de tissu de Solange. Qu'est-ce que c'est que cette guenille? A-t-elle dit avec mépris. Armand a essayé de le récupérer. Elle l'a jeté dans le poêle. Il a regardé le tissu se consumer, et quelque chose en lui s'est brisé définitivement. Ce soir-là, il a pris une décision. S'il devait rester ici, autant arrêter de se souvenir. Ça faisait trop mal. Les années ont passé. 1937, 1938, 1939. La guerre a éclaté. Le monde s'effondrait, et personne n'avait le temps de s'inquiéter d'un enfant déplacé. Armand avait 13 ans, puis 14, puis 15. Il travaillait comme un adulte maintenant. Il ne souriait plus jamais. Les autres garçons placés dans les fermes voisines l'avaient surnommé le muet. Il se battait souvent. Des bagarres violentes, où il frappait jusqu'à s'épuiser, jusqu'à oublier la rage qui le rongeait. En 1942, M. Lenoir est mort d'une crise cardiaque. Madame Lenoir a décidé de garder Armand, officiellement pour l'aider à tenir la ferme. En réalité parce qu'elle n'avait personne d'autre. Armand avait 16 ans. Il aurait pu partir. Il aurait pu chercher sa famille. Mais où? Comment? Et surtout, une partie de lui ne voulait plus. Il avait honte. Honte d'être resté. Honte de s'être adapté. Honte d'avoir survécu en oubliant. À Saint-Étienne, Solange avait 19 ans. Elle n'était jamais sortie avec un garçon. Pas par manque d'occasion. Plusieurs ouvriers de l'usine l'avaient approchée. Mais elle refusait. Comment construire sa vie quand on porte le poids d'une promesse non tenue? Comment être heureuse quand on a laissé son frère disparaître? Les années 40 ont été des années de survie pour tout le monde. La guerre, l'occupation, la faim qui est revenue, pire qu'avant. À Saint-Étienne, les rations étaient strictes. Le marché noir florissait. Hélène Moreau, affaiblie par des années de privation et de chagrin, est tombée malade en 1943. Une pneumonie. Sans antibiotiques, sans soins suffisants, elle a décliné rapidement. Elle est morte en mars 1944, à 43 ans.
Sur son lit de mort, elle a serré la main de Solange et murmuré « Armand, trouve-le. Dis-lui que je suis désolé. » C'était ses dernières paroles. Solange, qui avait maintenant 21 ans, a promis. Encore une promesse. Encore un poids à porter. On a enterré Hélène dans le cimetière municipal, section des indigents. Une simple croix de bois. Pas d'argent pour la pierre tombale. Solange et Lucie, 18 et 15 ans, se sont retrouvées seules. Elles ont continué à vivre dans la petite maison, partageant les frais, partageant le deuil. Lucie travaillait maintenant dans une blanchisserie. Solange était toujours à la filature. Elle ne parlait presque jamais d'Armand. C'était trop douloureux. Mais la photographie de 1936 trônait sur le buffet du salon. 3 enfants, un fantôme. Dans le Limousin, Armand avait appris la mort de sa mère par hasard. Un voisin qui avait reçu une lettre d'un cousin à Saint-Étienne. « Ta mère est morte », lui avait-il dit sans ménagement. Désolé, petit. Armand avait 20 ans. Il n'avait pas pleuré. Il n'avait rien senti. Juste un vide immense. Et une certitude terrible. Il n'avait plus de raison de retourner là-bas. Il a continué à travailler à la ferme Lenoir. Madame Lenoir vieillissait. Elle était devenue moins dure, ou peut-être qu'Armand avait juste appris à ne plus rien ressentir. En 1950, elle est morte à son tour. Dans son testament écrit de sa main tremblante, elle léguait la ferme à Armand Lenoir. Pas Moreau. Lenoir. Comme si elle l'avait adopté sans jamais le faire officiellement. Armand avait maintenant 24 ans. Il était propriétaire d'une ferme. Il était devenu quelqu'un d'autre. Il a épousé une fille du village voisin en 1952. Jeanne. Une alliance de convenance plus qu'un mariage d'amour. Elle voulait une ferme. Il voulait ne plus être seul. Ils ont eu un enfant en 1953. Un garçon. Armand l'a appelé Pierre, comme son père. Mais il ne lui a jamais parlé de Saint-Étienne. Jamais parlé de ses sœurs. Jamais parlé du petit garçon qui avait disparu dans une Citroën noire un après-midi de juin. Le mariage a été un échec. Jeanne est partie en 1958, emmenant Pierre avec elle. Armand n'a pas lutté pour les garder. Il n'avait plus l'énergie de se battre pour quoi que ce soit. Il s'est retrouvé seul dans la ferme, avec les vaches, les champs, et un passé qu'il refusait de regarder en face. Les décennies se sont écoulées. Les années 60. Armand travaillait mécaniquement. Il vendait son lait. Il payait ses impôts. Il existait. Mais il ne vivait pas vraiment. Parfois, tard le soir, après avoir bu trop de vin pour engourdir la solitude, il sortait une boîte en fer blanc cachée sous son lit. Dedans, une seule chose. Une photographie. Pas l'original, bien sûr. Une copie que le père Moulin lui avait envoyée en 1937, avant que tout contact ne soit coupé. 3 enfants dans une cour. Lui sur le bord, prêt à disparaître. Il ne la regardait jamais longtemps. Juste quelques secondes. Puis il la rangeait. C'était trop douloureux. Trop de questions sans réponse. Pourquoi elles ne m'ont jamais écrit? Pourquoi elles ne sont jamais venues me chercher? Est-ce qu'elles m'ont oublié? Est-ce que j'ai compté un jour? À Saint-Étienne, Solange n'avait jamais cessé de chercher. Pendant des années, elle a écrit des lettres. Aux mairies du Limousin, aux paroisses, à l'association de placement rural, qui a fermé ses portes en 1955 sans jamais transférer ses archives. Elle se heurtait toujours au même mur. Pas de réponse, ou des réponses évasives. Désolé, nous n'avons pas ces informations. Les dossiers ont été perdus pendant la guerre. Nous ne pouvons rien faire. Elle avait essayé de voyager une fois, en 1960. Elle avait économisé pendant 2 ans pour s'offrir un billet de train jusqu'à Bellac. Elle avait frappé aux portes des fermes. Connaissez-vous un Armand Moreau, un garçon placé en 1936? Les gens secouaient la tête, ou mentaient, ou ne se souvenaient pas. Après 3 jours de recherches infructueuses, elle était rentrée, brisée. Lucie s'était mariée en 1955. Elle avait eu 3 enfants. Elle vivait une vie normale, ou du moins en apparence. Mais elle aussi portait le poids du frère disparu. Ses enfants savaient qu'ils avaient un oncle quelque part, un oncle qu'on ne voyait jamais, dont on ne parlait presque pas, un oncle fantôme. En 1970, Solange avait 47 ans. Elle vivait seule dans un petit appartement, ayant quitté la maison familiale devenue trop grande et trop pleine de souvenirs. Elle travaillait encore à la filature.
bien que ses mains articulées par des décennies de travail répétitif la faisaient souffrir. La photographie de 1936 était encadrée sur son buffet. Elle la nettoyait chaque semaine avec un soin méticuleux. Un jour de novembre 1975, on a frappé à sa porte. 2 personnes. Une jeune femme d'une trentaine d'années, cheveux courts, mallette en cuir. Un homme plus âgé, lunettes rondes, carnet à la main. Ils se sont présentés. Claire Dubois, assistante sociale. Marc Bertrand, chercheur à l'Université de Lyon. Ils travaillaient sur un projet de recherche historique concernant les enfants déplacés entre 1920 et 1940. Les archives départementales de la Loire venaient d'être numérisées. Des centaines de dossiers remontaient à la surface. Des noms, des dates, des destins brisés. Et parmi ces noms, celui d'Armand Moreau, placé le 18 juin 1936 à la ferme Le Noir, commune de Bellac. « Nous pensons l'avoir retrouvé », a dit Claire Dubois doucement. Un homme du nom d'Armand Le Noir, résidant dans un établissement médicalisé à Saint-Junien. Les dates correspondent, l'âge correspond. Et dans ses effets personnels, nous avons trouvé une copie de cette photographie. Elle a sorti de sa mallette une photocopie. 3 enfants, une cour, une valise. Solange a regardé l'image, ses mains tremblaient. 40 ans. 40 ans qu'elle cherchait. 40 ans qu'elle se demandait si elle le reverrait un jour. Et maintenant, ces 2 étrangers lui disaient que c'était possible, que son frère était vivant, qu'il était à moins de 100 kilomètres. « Est-ce qu'il sait ?» a-t-elle demandé d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas. « Est-ce qu'il sait que vous nous avez trouvés ?»« Pas encore », a répondu Marc Bertrand. « Nous voulions d'abord vous en parler, comprendre l'histoire, savoir si vous souhaitiez le revoir. Parce que, vous comprenez, beaucoup de ces retrouvailles sont compliquées. 40 ans, c'est long. Les gens changent. Les souvenirs s'effacent. Parfois, il vaut mieux laisser le passé où il est. » Solange l'a regardé comme s'il venait de dire la chose la plus absurde du monde. Laisser le passé où il est. Elle vivait avec le passé tous les jours. Elle se réveillait avec. Elle s'endormait avec. Le passé n'était pas derrière elle. Il était en elle, comme une blessure qui ne cicatrise jamais. « Je veux le voir », a-t-elle dit. « Je dois le voir. J'ai promis à ma mère, j'ai promis à mon frère. Il y a 40 ans, je lui ai dit que j'irais le chercher s'il ne revenait pas. Je tiens toujours mes promesses, même quand elles prennent 40 ans. » Le voyage jusqu'à Saint-Junien a duré 3 heures. C'était la première fois de sa vie que Solange quittait vraiment Saint-Étienne. Lucie était venue avec elle, prenant congé de son travail, laissant ses enfants chez une voisine. Les 2 sœurs étaient assises à l'arrière de la voiture de Claire Dubois, regardant le paysage défiler en silence. Solange tenait sur ses genoux un sac en tissu. Dedans, la photographie originale de 1936 dans son cadre simple. Une lettre d'Armand de 1937, la seule qu'elles avaient reçue, le papier jauni et fragile. Et un mouchoir brodé que Solange avait cousu à 16 ans, avec les initiales AM, Armand Moreau, pour quand il reviendrait. L'établissement médicalisé se trouvait à la sortie de la ville. Un bâtiment moderne, des années 70 avec de grandes fenêtres et un jardin bien entretenu. Rien à voir avec les hospices sinistres d'autrefois. Mais pour Solange, c'était comme entrer dans une autre dimension. 40 ans. 40 ans que son frère vivait à quelques heures de route, et elle ne le savait pas. Le directeur les a accueillis dans son bureau. Il a expliqué la situation. Monsieur Le Noir, comme il l'appelait, était arrivé 6 mois plus tôt. Il avait vendu sa ferme, ne pouvait plus la gérer seul. Son état de santé était fragile. Emphysème, probablement dû aux années de travail dans la poussière et le foin. Il ne parlait presque jamais. Il passait ses journées dans le jardin, assis sur un banc, regardant les feuilles. Quand nous avons trouvé la photographie dans ses affaires, a dit le directeur, et que nous avons vu le nom Moreau sur ses vieux papiers d'identité, nous avons contacté les chercheurs. Nous pensions qu'il avait peut-être de la famille. Mais nous ne savions pas s'il voudrait les voir. Il n'a jamais parlé de vous. Solange a serré les poings. Il n'a jamais parlé de nous parce qu'il pensait qu'on l'avait abandonné. Parce qu'on ne lui a jamais répondu. Parce que le système a fait en sorte qu'on ne puisse pas le retrouver.
Le directeur a hoché la tête, mal à l'aise. « Voulez-vous que je lui parle d'abord? Que je le prépare ?»« Non, » a dit Solange. « Non, je veux juste le voir. S'il ne veut pas me parler, je comprendrai. Mais je dois le voir. Je dois lui dire que je n'ai jamais cessé de le chercher. » Elles sont sorties dans le jardin. C'était une journée de printemps fraîche, le ciel d'un bleu pâle. Des rosiers commençaient à bourgeonner le long des allées. Et là, sur un banc au fond du jardin, il y avait un homme. Très maigre, cheveux blancs, épaules voûtées. Il portait un pull gris trop grand pour lui et fixait le sol. Solange s'est arrêtée net. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. C'était lui. Elle le savait. Pas par son visage qu'elle ne reconnaissait pas vraiment, mais par quelque chose d'indéfinissable. La façon dont il était assis, légèrement penché en avant, comme sur le tabouret, 40 ans plus tôt. Elle a avancé lentement. Lucie la suivait, les larmes déjà aux yeux. Quand elles ont été à quelques mètres, Solange a murmuré « Armand ?» L'homme n'a pas réagi tout de suite. Puis, très lentement, il a levé la tête. Ses yeux étaient clairs, presque transparents, usés par le temps et le travail. Il a regardé Solange sans comprendre. Une vieille dame qu'il ne connaissait pas. « Armand Moreau », a insisté Solange d'une voix plus forte. « C'est moi, Solange. Ta sœur. » Le visage de l'homme s'est figé. Il a ouvert la bouche mais aucun son n'en est sorti. Solange s'est assise à côté de lui sur le banc. Elle a ouvert son sac et en a sorti la photographie dans son cadre. Elle l'a posée sur les genoux d'Armand, doucement comme on dépose une relique sacrée. « Regarde, c'est nous, toi, moi et Lucie. Le 18 juin 1936, 1 heure avant que tu partes. » Armand a baissé les yeux vers l'image. Ses mains ont tremblé. Il a touché le verre du bout des doigts, effleurant le visage du petit garçon sur le tabouret. Ce petit garçon qui le regardait depuis 40 ans, prisonnier d'un instant figé. « Je ne suis pas revenu », a-t-il murmuré d'une voix rauque, cassée. « Je ne suis pas revenu. » Et Solange, qui avait passé 40 ans à se demander ce qu'elle dirait si elle le retrouvait un jour, qui avait imaginé des centaines de conversations, des centaines de reproches, des centaines d'explications, n'a dit qu'une seule chose. « Mais moi, je t'ai cherché. 40 ans, chaque jour. » Les larmes d'Armand sont venues d'un coup. Pas des larmes discrètes, des sanglots profonds, violents. Des décennies de douleurs retenues qui explosaient enfin. Solange l'a pris dans ses bras. Ce vieil homme brisé qui était son petit frère. Lucie s'est jointe à eux, formant un cercle de corps vieillis mais de cœurs qui battaient enfin au même rythme. Ils sont restés là longtemps, très longtemps. Les mots n'étaient pas nécessaires. Pas encore. Il y aurait du temps pour les explications, pour les questions, pour les récits de toutes ces années perdues. Mais pour l'instant, il suffisait d'être là. Ensemble, enfin. Les semaines qui ont suivi ont été étranges et belles. Armand a quitté l'établissement médicalisé. Avec l'argent de la vente de sa ferme et l'aide de ses sœurs, il a loué un petit appartement à Saint-Étienne, à 2 rues de chez Solange. Pour la première fois en 40 ans, les 3 enfants Moreau vivaient dans la même ville. Ils se voyaient tous les jours. Solange préparait des repas. La soupe que leur mère faisait. Le pot-au-feu du dernier dîner. Armand mangeait lentement, comme s'il redécouvrait des saveurs oubliées. Lucie apportait ses enfants et petits-enfants. « Oncle Armand », disait-il. Un oncle surgit du passé, avec des histoires de ferme et de vaches, mais aussi de solitude et de chagrin. Un dimanche, ils sont allés au cimetière. Devant la tombe d'Hélène, Armand s'est agenouillé. La pierre tombale était simple. Solange avait fait graver le nom et les dates avec l'argent économisé pendant des années. Hélène Moreau, 1901-1944. Armand est resté là longtemps, la main posée sur la pierre froide. « Je suis désolé, maman », a-t-il murmuré. « Je sais que tu as fait ce que tu pouvais. Je sais que ce n'était pas ta faute. Je suis désolé de ne pas être revenu. » Solange lui a lu la lettre de 1937 qu'elle n'avait jamais pu envoyer. Une réponse écrite 40 ans trop tard, mais qui disait tout. « Nous t'aimons, nous te cherchons, nous ne t'oublierons jamais. » Armand a pleuré. Solange a pleuré. Lucie a pleuré.
Et peut-être que quelque part, Hélène pleurait aussi, soulagée que ses enfants soient enfin réunis. Le Noël 1977 a été le plus beau et le plus triste de leur vie. Ils ont recréé la photographie de 1936. Pas exactement, bien sûr. Ils étaient vieux maintenant. Solange avait 54 ans, Armand 51, Lucie 48. Mais ils se sont placés dans la même position. Solange debout, main sur l'épaule d'Armand. Armand assis, mais cette fois au centre, pas sur le bord. Lucie à côté, souriant, comprenant enfin le poids de ce moment qu'elle avait vécu enfant sans le saisir. Cette fois, il n'y avait pas de valise, pas de départ imminent. Juste 3 personnes qui avaient survécu à un système cruel et qui prouvaient que l'amour familial, même piétiné, même étouffé, peut survivre à tout. Armand est mort en mars 1978, 2 ans après les retrouvailles. Son emphysème avait empiré, mais il est mort entouré. Solange et Lucie étaient à son chevet. Ses derniers mots ont été « Merci d'être venu me chercher. Merci de ne pas m'avoir oublié. » Et puis il est parti, enfin, en paix. On l'a enterré à côté de sa mère. Sur sa pierre, Solange a fait graver « Armand Moreau, 1926-1978. Fils, frère, retrouvé. » Un mot qui résumait tout. Retrouvé. Parce que même perdu pendant 40 ans, il n'avait jamais vraiment disparu. Il avait toujours existé dans le cœur de celle qu'il aimait. Aujourd'hui, les 2 photographies, celle de 1936 et celle de 1977, sont encadrées côte à côte dans le salon de Lucie. Elle a maintenant plus de 90 ans. Ses petits-enfants viennent la voir, écoutent l'histoire des 3 enfants qui ont posé dans une cour un jour de juin. L'histoire de celui qui est parti et de celle qui a tenu sa promesse 40 ans plus tard. Et quand ils demandent pourquoi c'est important, pourquoi se souvenir, Lucie leur montre les 2 cadres, le passé et le présent, la séparation et la réunion. Et elle dit « Parce que l'amour ne disparaît jamais vraiment. Il attend. Parfois 40 ans. Mais il attend. Et quand on le retrouve, c'est comme si aucun jour n'était passé. Cette histoire n'est pas qu'une histoire de pauvreté ou de séparation. C'est une histoire de promesses tenues, de sœurs qui n'abandonnent jamais, de frères qui gardent une photographie sous leur lit pendant des décennies. C'est une histoire qui nous rappelle que les systèmes peuvent briser les familles, mais ils ne peuvent pas briser les liens qui nous unissent vraiment. Et que parfois, 40 ans plus tard, sur un banc de jardin, justice est enfin rendue. Au terme de cette histoire fictionnelle dramatique inspirée de notre réalité, une vérité demeure. Les liens que l'on croit perdus continuent souvent de vibrer quelque part, en silence, jusqu'au jour où ils trouvent enfin un chemin pour revenir à la lumière. Et parfois, tenir une promesse, même 40 ans plus tard, suffit à réparer un monde entier. Dans votre propre vie, quel souvenir d'enfance a laissé en vous une empreinte que le temps n'a jamais réussi à effacer? Comment les choix faits dans la pauvreté, dans l'urgence ou dans la peur, ont-ils transformé la trajectoire de certaines familles comme celle des Moreau? Quelles promesses, même anciennes, méritent encore d'être tenues aujourd'hui? Si vous êtes resté avec nous jusqu'à la dernière image, écrivez dans les commentaires le mot « retrouvailles ». Il nous permettra de savoir que vous avez accompagné Solange, Armand et Lucie jusqu'au bout de leur chemin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez, et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents ou grands-parents, un fragment de mémoire capable d'inspirer de nouveaux récits pour notre chaîne. Merci d'avance pour cette confiance et pour ces voix qui se croisent ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, d'activer la cloche, de partager autour de vous et de cliquer sur la carte finale pour découvrir nos autres histoires. Votre soutien permet à ces récits humains, fragiles et essentiels, de continuer à exister.